En ce début de saison, tous les voyants sont déjà au rouge. Sécheresse exceptionnelle, négligence humaine. Il ne manquerait plus que le Mistral pour que tout s'embrase. Mais jusqu'ici, tout va bien. Pas de vent, le calme plat. Ces jours de tranquillité sont précieux pour préparer au mieux les troupes. Et notamment à l'une des facettes les plus importantes du métier, la conduite des véhicules tout-terrain. La flotte des pompiers des Bouches-du-Rhône comprend 330 véhicules 4x4 capables d'utiliser les 1700 km de pistes qui jalonnent le département. De différentes tailles et différentes fonctions, ils sont les premiers vecteurs terrestres d'accès au front de flamme. Certains peuvent même rouler hors piste dans 1 mètre de maquis rocailleux. Le premier maillon de cette armada, le plus léger, la VLTT, pour véhicules légers tout-terrain. Construit sur une base de Land Rover Defender 110, ce 4x4 polyvalent a été entièrement modifié par les pompiers. Arceaux de renfort extérieur et intérieur, protection de carter en aluminium, renfort de capot alu, crochet de remorque, gyrophare, sirène et liaison radio VHF multicanal. Ce véhicule éclaireur doit compter sur ses capacités de franchissement pour guider le reste de la flotte en toute sécurité vers la zone de combat. Le deuxième maillon du dispositif terrestre, le CCF moyen, pour camion citerne feu de forêt de volume moyen. Construit sur un châssis de camion Renault M210, le véhicule a été entièrement remodelé pour devenir un camion d'attaque des flammes. 4 roues motrices, un treuil de traction, une citerne acier de 4000 litres, 600 mètres de tuyaux et une pompe à eau pouvant fournir 1500 litres minute à la pression de 15 bars. Ce camion est aussi bourré de dispositifs de sécurité. Arceaux de protection extérieure et intérieure. Bouteilles d'air comprimé permettant de mettre la cabine en surpression pour ne pas que les gaz nocifs puissent y pénétrer. Et surtout, un système d'autoprotection créant une bulle d'eau autour du camion. Ce nuage permet de mettre à l'abri 5 personnes pendant 5 à 7 minutes. Juste assez pour laisser passer le blast d'un feu virulent. La dernière machine de cette armada, c'est celle de tous les superlatifs. Le CCF 13000, pour camion citerne feu de forêt 13 000 litres. Un véhicule d'attaque de 20 tonnes pouvant emporter 13 000 litres d'eau. Cet impressionnant mastodonte est construit sur un châssis Mercedes à 8 roues motrices. Sa particularité, les 2 hommes qui le pilotent ne descendent jamais de la cabine. Il combat les flammes avec un canon à eau orientable d'une portée titanesque de 70 mètres. Le CCF 13000 frappe les flammes de loin et son efficacité est redoutable. Il est également équipé d'un système d'autoprotection alimenté par une cuve de 500 litres et une pompe électrique indépendante. C'est la Rolls-Royce de la lutte contre les feux de forêt. On ne conduit pas ces véhicules comme l'on conduirait une voiture routière. Leur maîtrise nécessite une solide formation. Forêt de Roquefort-la-Bédoule, dans le sud du département. Ce matin débute le stage de conduite tout-terrain. Tous les 2 ans, en début de saison, les soldats du feu doivent effectuer une mise à jour de leur habilité à piloter. Les premières classes, Sébastien Courquin et Robin Schmitt, vont devoir prouver aux formateurs qu'ils sont toujours aptes à amener ces machines au feu. L'épreuve est loin d'être évidente, mais le plaisir est bien présent. Je suis comme un gamin, moi, un gros camion rouge, ça n'a pas changé. Comme tous les gamins, j'ai dû rêver d'être pompier pendant un moment et on voulait toujours avoir les camions de pompiers. Et là, ça change pas, c'est juste que maintenant je les conduis et ça m'amène toujours la banane. Sur la plupart des sentiers qu'on utilise, c'est prévu pour être franchissable. Mais on peut être à même de sortir de ces pistes pour atteindre un départ de feu qui n'est pas toujours au bord de la piste. Et là, il faut qu'on sache comment utiliser notre engin et où est-ce qu'on peut s'engager. Quand on a passé l'hiver, qu'on n'a pas conduit tous ces véhicules, ça fait du bien avant la saison
vraiment bien se remémorer toutes ces règles parce que ça nous permet de reconduire par la suite plus sereinement. Ce matin, c'est Sébastien qui ouvre le bal. Quelles précautions allons-nous prendre lorsque nous allons rejoindre le véhicule? Je vais engager une vitesse et on pourra ensuite enlever la cale. Et mon personnel descendra du véhicule pour le mettre en sécurité. Première difficulté, le dévers. Il se produit quand le chemin est incliné latéralement, faisant pencher le véhicule sur son côté. C'est l'un des pièges les plus dangereux pour un camion-citerne. La moindre erreur peut entraîner un tonneau. La première difficulté que nous allons aborder, C'est le dévers. c'est le dévers. Donc, première petite ralenti, le plus lentement possible et au fond du dévers. Si jamais ça glisse, j'essaie de partir dans la pente Exactement. pour éviter de retourner le camion. Les pompiers ont donc créé des outils d'analyse empirique qui leur permettent de savoir si le dévers est franchissable ou s'il faut trouver une autre issue. C'est la difficulté, disons, la plus délicate pour un conducteur. On est très limité dans finalement les solutions qu'on pourrait avoir pour se sortir de ce mauvais pas. Pour l'évaluer, je vais me mettre dans le point le plus défavorable du dévers. Moi, je joue le rôle finalement d'un équipier. On me demande de me positionner au point le plus défavorisé, de marquer la hauteur de mon genou. Moi, je me mets à hauteur. Je tire à peu près donc une ligne horizontale au départ du genou Qui va rejoindre la piste ici. Et je vais demander à mon équipier de me rejoindre en comptant le nombre de pas. Donc, on a 4 pas, on a donc plus de 3 pas. 3 pas étant la limite du dévers chez nous, et qui est équivalent à peu près à 20% de dévers maximum. Donc la difficulté va être franchissable. Moins de 20% de pente latérale, le camion devrait passer. Mais prudence, car la cuve remplie d'eau forme une masse mobile qui réagit de manière imprévisible au chaos du chemin. Elle peut accentuer les déséquilibres et retourner le camion. La douceur et la maîtrise du conducteur seront essentielles. Le camion penche dangereusement. Mais la maîtrise de Sébastien le ramène à bon port. L'obstacle le plus ardu est franchi. Le reste, une grande montée et un dévers en descente, n'est qu'une formalité. On commence lui aussi à engager sur la montée. Là, un petit filet d'accélérateur, pas encore. C'est maintenant au tour de Robin de prendre le volant. Sa fonction de l'été sera de conduire une VLTT, le 4x4 éclaireur des pompiers. L'enjeu est tout aussi grand, car le passage d'une VLTT valide le passage des camions-citernes. La conduire est donc une grande responsabilité et le formateur doit s'assurer que le jeune homme a les épaules pour le poste. On va parler un petit peu des règles de sécurité pour le franchissement du dévers. Alors le franchissement du dévers, on met les roues dans la partie la plus basse, une trajectoire rectiligne et constante. Ok. S'il y a le moindre souci, je tourne mes roues dans le sens du dévers, je freine pas et on franchit le dévers à allure constante. Ok. Le passage du dévers est viril, mais correct. Reste pour lui à franchir la dalle et la marche. Accélère. 2 épreuves qui vont chercher les limites de la machine. Robin retrouve tous ses réflexes et passe sans problème. Nos 2 jeunes sapeurs ont été adoubés par leur mentor du tout-terrain. Pour eux, la saison peut commencer. Seul bémol, ils n'ont jamais affronté de véritables feux de forêt. Leur réaction aux flammes reste une inconnue. Une inconnue de taille, car comme tous les pompiers expérimentés le savent bien, on ne peut comprendre vraiment le feu de forêt qu'en lui faisant face.
La chaleur, la fumée, le stress, la fatigue, tous ces paramètres influent énormément sur les réactions d'un sapeur en action. Et plus que tout cela, le premier effet du feu sur les hommes qui vont à ses devants est de les hypnotiser. À ce jour, la formation de ces jeunes sapeurs-pompiers est purement théorique et l'absence de pratique est d'ores et déjà un réel handicap. Mais jusqu'ici, les soldats du feu sont encore en sursis. Le Mistral n'est pas encore entré dans la danse. Ce vent sec et puissant attise les braises et peut souffler sur les flammes à plus de 100 km/h. Sans lui, tout va bien. Ce n'est que lorsqu'il relâche ses rafales que les désastres arrivent. Mais tant qu'il n'est pas là, tout est calme. Dans l'air atone, le niveau d'alerte maximum n'est pas déclenché et les vacanciers nagent en pleine insouciance. Sursis donc. Mais du côté des pompiers, il flotte déjà dans l'air une appréhension palpable, comme une odeur de brûlé s'immisçant lentement dans les esprits. Dans la caserne centrale d'Aix-en-Provence, la plus grande du département, ce sentiment se fait de plus en plus présent. Je pense que la saison va être extrêmement compliquée. Elle va être d'autant plus compliquée qu'au fil des années, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de gros feux. Or, une grande majorité des gens qui vont être dans les camions cet été seront des gens qui n'auront pas connu de feu. Donc, on se pose la question de savoir quelle va être leur réaction. Il va falloir qu'ils soient encadrés, certes, mais quelle va être leur réaction face aux flammes? Comment vont-ils travailler? Ça risque d'être moins serein que les années précédentes. Et je le sens, moi de ce côté-là, je le sens pas très bien s'il ne pleut pas. Ce mauvais pressentiment, bien présent dans les casernes, fait aussi son chemin au sommet de la hiérarchie. Perché au sommet des quartiers nord de Marseille, le CODIS, pour Centre opérationnel d'incendie et secours, est le quartier général des Forces rouges. C'est un centre névralgique où transitent toutes les informations. Les appels, les alertes, les données météo, la disponibilité des effectifs et l'état du matériel. C'est depuis cette tour de contrôle hyper connectée que le colonel Grégory Allion dirige les opérations. Et dans les casernes les plus reculées comme au QG, les petits départs de feu qui se sont multipliés ces dernières semaines inquiètent de plus en plus. Est-ce qu'on identifie des départs de feu liés aux accidents ou on est réellement sur quelques points ciblés? On a des départs de feu avec des travaux agricoles. Et après, on a bien identifié des zones géographiques où on a une pression incendiaire qui émerge. Je pense que, vu la simultanéité des départs de feu qu'on a régulièrement en ce moment, vu l'épisode de sécheresse qu'on essuie depuis tout cet hiver, il va y avoir un gros travail de surveillance à faire avec les forces de police pour essayer de traquer ceux qui nous ennuient actuellement. On est parti pour une saison complexe. Donc il va falloir en parler avec l'échelon territorial pour sensibiliser l'ensemble des chefs de centre, pour faire en sorte que jusqu'au dernier sapeur rentré, ils comprennent que l'été 2016 sera l'été qui marquera les esprits, les mémoires et qui sera un été de référence. On est dans une saison un peu différente des années précédentes. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est le fait que le niveau de sécheresse soit au mois de juin, celle à laquelle on pourrait s'attendre normalement au mois d'août. Ce niveau de sécheresse anormale ne fait pas que vider les cours d'eau et faire descendre le niveau des lacs et des étangs. Sa conséquence première est avant tout de transformer petit à petit les plantes en combustible. Et ce combustible peut avoir différents états qui impacteront radicalement le démarrage et la puissance d'un feu. Tout au long de la saison, des spécialistes vont donc suivre au plus près l'état de la végétation afin d'affiner les niveaux d'alerte. Mathieu Binquet, spécialiste feu de forêt à l'ONF, et Vincent Pastor, expert feu de forêt et risques naturels chez les pompiers des Bouches-du-Rhône, sont tous les deux chargés de faire le suivi de dessiccation des plantes. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec les volontaires des comités communaux de feux de forêt. Reconnaissables à leur véhicule et leur tenue orange, ces bénévoles expérimentés surveillent toute l'année les massifs de leur commune. L'objectif de la rencontre, faire le point sur le carburant du feu en observant deux plantes témoins, le cyste et le romarin. Tu as vu le romarin? Tu as les aiguilles, ça vont toutes seules, complètement sec. Ouais, là tu as toutes les conditions pour avoir des feux qui dégénèrent. Hein. On n'est pas dans une phase stable des végétaux. Là. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu comme ça, vous?
l'environnement. Il est sec. Ça fait vraiment quelques années. Ça, en principe, c'est au mois d'août. Au mois d'août. Au mois d'août. C'est effrayant. C'est même inquiétant. Température au soleil, je suis à 35 degrés. Ça veut dire 35 degrés, plus de 30. On est proche des 30 en hygro, donc on a les conditions avec le dessèchement pour des feux accidentels type mégot. Ouais, mégot, travaux. Travaux. Tout ce qui génère des étincelles. Étincelles, ouais. Sachant que la végétation est sur un état de dessèchement bien avancé, quoi, pour une fin juin. Résultat alarmant. La végétation est si desséchée qu'un rien suffirait à l'embraser. Cigarettes, étincelles. Les mauvais gestes du quotidien mettent d'ores et déjà le département en danger. Mathieu Binquet et Vincent Pastor font partie d'une nouvelle génération de soldats du feu. Une génération pour laquelle l'utilisation des nouvelles technologies est partie prenante dans la lutte contre les incendies. Cette vision de plus en plus scientifique du métier de pompier a récemment franchi un nouveau cap avec l'arrivée des drones. Depuis 2015, ces machines volantes ont envahi le ciel des opérations des soldats du feu. Reconnaissance, inspection thermique, ils sont capables d'aller là où les hommes ne peuvent plus aller et offrent de nouveaux points de vue sur les ravages du feu. Ils sont devenus un atout indispensable pour les pompiers des Bouches-du-Rhône. Une nouvelle troupe d'élite a donc été créée, l'équipe de reconnaissance robotisée. Leur véhicule tout-terrain transporte un concentré de technologie. Direction le massif des Alpilles, où l'équipe robotisée participe à une grande manœuvre des casernes du nord du département. Le capitaine Eric Rodriguez est le responsable de cet escadron. Je vais commencer par le plus petit et le plus récent, qui nous permet à la fois de faire des prises de vue avant les opérations et après les opérations pour les retours d'expérience. Si on passe au deuxième drone, celui-ci est un drone relativement léger qui vous permet d'intervenir pour des prises de vue opérationnelles. Il est doté d'une caméra à jour qui peut être doublée avec une caméra thermique. Ici, vous avez le drone qu'on appelle le robot terrestre. Il est susceptible d'intervenir sur des risques chimiques, radiologiques, nucléaires et éventuellement biologiques. Et le dernier drone, le plus imposant, il peut voler pendant 1h30. C'est lié essentiellement au fait qu'il s'agit d'un drone thermique, c'est-à-dire qu'il fonctionne à l'essence. Sa particularité également, c'est d'avoir une caméra dite gyrostabilisée, double voie, c'est-à-dire qu'elle permet à la fois d'avoir une vue jour, mais également une vue nuit. Leur mission du jour est d'aider une équipe d'intervention en milieu reculé qui s'entraîne dans un vallon escarpé. L'œil du drone devra aider le capitaine Nicolas Rabouin à choisir le meilleur itinéraire pour ses troupes. Qu'est-ce que tu souhaites obtenir avec notre drone? Non, c'est surtout de définir le cheminement qu'on va pouvoir utiliser. Surtout sur une zone où on n'a pas de sentier évident et savoir par quelle voie passer, est-ce qu'il n'y a pas des endroits plus simples, éviter les barres rocheuses, de façon à faciliter notre cheminement et pas de tomber devant le fait accompli. Une fois que l'établissement est établi, ça nous permet de contrôler si on n'a pas de fuite, de tuyaux déchaussés, de problèmes particuliers ou faire de la surveillance sur l'établissement. Allez, on y va. L'établissement fait quelle longueur là? Là, on est à peu près à 900 mètres depuis le camion porteur d'eau qui est en bas jusqu'à la dernière lance tout au bout. Bon. On sache que jusqu'à 900 mètres, 1 km, on est capable d'avoir un retour visuel sur le drone. Avec un poids total d'1,7 kg, le drone le plus léger de l'équipe robotisée est un outil idéal pour toutes les missions de repérage et d'investigation, notamment grâce à son très grand rayon d'action. On est capable de voler jusqu'à 2 à 3 km de distance, ainsi qu'en altitude. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait, voler très très haut, puisque généralement ce qui nous intéresse se situe au niveau du sol. Donc voler jusqu'à 150 mètres du sol, c'est largement suffisant. Mission accomplie. Le drone a permis de vérifier l'établissement en un temps record, sans que le chef de la manœuvre ait eu à monter dans le maquis. Un gain de temps qui pourrait s'avérer capital dans un feu de forêt. Le drone est l'œil du commandant des opérations de secours. C'est tout l'intérêt de la robotique, c'est de se substituer au personnel opérationnel, d'éviter de leur faire prendre certains risques et leur permettre de savoir où ils vont mettre les pieds. Pour l'équipe de reconnaissance robotisée, cette journée marque la fin des entraînements. Pilotes et machines sont désormais prêts pour les phases opérationnelles.
Plus au sud, dans le département, d'autres sapeurs-pompiers se préparent pour une ultime formation. Ces entraînements tardifs permettent de faire travailler les troupes dans les conditions météorologiques représentatives de ce qui les attend. Un soleil de plomb et un bon 30 degrés au thermomètre. En plus de vérifier la condition physique des troupes, ces manœuvres tardives permettent de faire un dernier inventaire du matériel et surtout de finaliser l'apprentissage des jeunes recrues. Ce stage qui débute est celui d'un corps bien particulier au sein des pompiers, le DIH, pour détachement d'intervention héliportée. La mission des hommes du DIH, apporter de l'eau dans les zones les plus reculées, les plus escarpées du massif. Combattre le feu là où tous les autres moyens deviennent inefficaces. Pour ce faire, ils emploient deux méthodes radicalement distinctes. La première, le portage à dos d'homme de toute une ligne de tuyaux et de pompes. La seconde, l'utilisation d'un hélicoptère pour faire monter les hommes, le matériel et l'eau dans les zones les plus inaccessibles. Le DIH intervient au cœur du maquis, au sommet des falaises, au fond des ravins, partout où les camions ne peuvent pas accéder. Le premier jour est consacré à la méthode 1, la plus physique, la plus exigeante, le portage à dos d'homme. Le but de l'exercice, pomper l'eau dans la rivière des Encanaux et la faire monter jusqu'au sommet du Bas-Auredon, un roc culminant à 450 mètres d'altitude. Pour ce faire, ils doivent dérouler 600 mètres de tuyaux, positionner 3 pompes relais, acheminer l'essence, les vannes et propulser de l'eau avec un minimum de 6 bars de pression au sommet du roc. Avec la canicule qui s'installe, l'exercice s'annonce corsé. Cette formation accueille aussi les gradés Guillaume et Régis. Ils sont encadrés par le commandant Fabrice Mossé. Guillaume et Régis seront les cerveaux de l'exercice. Ils doivent établir le plan de la ligne, choisir l'emplacement des pompes et la longueur des intervalles de tuyaux. Un véritable casse-tête sur fond de carte IGN. Fais-le par le nombre de tuyaux après. Savoir le nombre de tuyaux, parce que ça, c'est ça, c'est binaire. On va mettre 6 tuyaux. À quelle heure pour ce soir MC. Du côté des jeunes recrues, on se familiarise avec le matériel bien spécifique du DIH, et notamment avec la source de bien des douleurs à venir, la clé de portage. La clé de portage, c'est ce bâti. Voilà. Dessus, 4 tuyaux de 45 de 20 mètres, pour un total de 80 mètres. La division feu de forêt. Et on a ce qu'on appelle, puisque ça s'appelle, nous on l'a baptisé la clé d'attaque, il y a dessus la lance de 45. Hein, voilà. Bon, c'est confortable. Voilà. À la base de la ligne, le camion des vidoirs tout-terrain et sa pompe surdimensionnée assureront la propulsion initiale. 1200 litres d'eau à la minute, avec une pression de 15 bars. Il nous faut la permanence de l'eau. Si on n'a pas la permanence de l'eau, c'est pas la peine qu'on s'aventure à faire 2 km de l'établissement, parce que si vous n'avez pas d'eau là-haut, celui qui vous a fait faire l'établissement, vous allez l'étrangler. Hein. Donc ça, c'est un moyen d'avoir une permanence de l'eau. On peut tirer quand même 1 km 600 de tuyaux 70. C'est agréable. Et la deuxième solution, on a le panier des vidoirs. Alors lui, il y a 2 trucs pour s'en servir. Soit héliporter des vidoirs aériens, vous le verrez demain, soit on prend les tuyaux à la main. Et pour prendre les tuyaux à la main, on a fait des petites, on a créé des bretelles. Allez, c'est pas cher. Ça arrivera. C'est bon, la clé d'attaque est là? Bon. Allez-y. Bastien Merle, sapeur 2e classe, et son camarade le caporal Robin Schmitt font leur premier pas au sein de la confrérie du DIH. Un baptême à l'allure de tests d'effort et d'endurance. Les fagots ils font 15 kg et les clés, la plus grosse clé avec la pompe, fait 35 kg. Là nous ça va encore, on a de la chance. On est les premiers à poser et après on va relayer les autres collègues en les aidant à porter les clés. Le plan d'attaque est prêt, que l'épreuve commence. Les canaux d'eau ici. Va les gars.
Non mais tirez déjà. Pompier expérimenté et leader naturel, Robert Mugelli est le parrain des hommes du DIH. Tonton, comme ces hommes aiment à l'appeler, est l'un des grands maîtres de l'art du DIH dans les Bouches-du-Rhône. À lui seul, il incarne l'esprit du corps. Après, quand on va arriver en haut, vous verrez, c'est pas la même histoire. Parce qu'on va arriver au pied de la barre rocheuse et on va contourner la barre rocheuse pour pouvoir sortir. La solidarité est une valeur fondamentale du DIH. Allez jeunes, en avant! Et très vite, dans la montée, elle s'exprime sur la personne de Fabrice Mossé. Je peux même plus travailler, je me rassois à sa place. Oh, comme tu suis chuté. Y'a rien là? Ah, c'est parce que tu es commandant, ça. Surtout. T'as changé, hein? Tous les sapeurs-pompiers sont quand même assez fiers. Moi, là, ils m'ont enlevé la clé de portage, mais je ne l'avais pas demandé, surtout pas. On ne va pas dire que c'est se faire brancher ou... C'est une entraide, voilà. C'est une entraide, mais de notre côté, quand on a une mission, on l'amène généralement jusqu'au bout. Donc là, moi j'ai cédé, ils étaient quand même 3 pour me l'enlever. Plus le chef. Pompe de relais numéro 1, opérationnelle. Pompe de relais numéro 2, opérationnelle. Aux 3/4 du parcours, pause pour l'installation de la 3e pompe. C'est le dernier relais avant le sommet. Les hommes souffrent, l'entraide devient essentielle. Pas d'attache. Ah, tu me dis de moi de plaisir, man. Règle ton ralenti correctement, passe la petite barre. Tout se vérifie finalement à l'oreille et au pied. Regarde, on sent la pression qu'il y a dans les tuyaux pour savoir comment on est en termes de montée de l'eau et de pression à l'intérieur des tuyaux. Quand on sent que c'est mou, il va falloir rééquilibrer les pressions pour pouvoir avoir nos fameux 6, 7, voire 8 bars pour pouvoir travailler. Non, là, il doit rester 40 mètres de dénivelé, 40-50 mètres. Ça fait 5 bars maximum, donc là, on va les avoir avec cette pompe. Donc le calcul a été bien fait par le chef de groupe. Après 2 heures d'effort, les éclaireurs, emmenés par Guillaume, le chef de groupe, arrivent au pied des falaises. Régis de Guillaume. C'est l'heure du dernier test avant le sommet. On va essayer. Bougez pas, les gars. Attendez. Régis de Guillaume. Ça arrive l'eau? Non. Attends, j'arrive pas à l'avoir. Régis de Guillaume, tu peux ouvrir la division, on a mis une lance pour tester la pression. Je vais mettre au taquet ce que je peux, mais normalement c'est une 30 à 10 bars. Donc, La pompe intermédiaire qui est censée reprendre l'eau qui arrive du ruisseau est tombée en panne. Ça arrive, c'est les aléas opérationnels. Après, à nous de trouver une solution pour qu'on puisse pousser l'eau correctement. Non, ça n'aurait vraiment pas de chance que tout tombe en panne. Je dis pas que ça peut pas arriver, mais on fait en sorte d'entretenir le matériel pour que ça n'arrive pas. Après qu'il y en a une qui tombe en panne, ça, malheureusement... Marco, il t'en monte une. Pourtant, elle tenait pas fond, là. Non, mais à mon avis, si le lanceur est bloqué, c'est qu'il y a un piston. Il a dû serrer. C'est pas que le lanceur qui est bloqué. Le piston a dû serrer. Faut qu'on redescende. On remplace la pompe HS. On va voir à quelle heure ils arrivent. Quand vous arrivez en bas, vous dites que vous y êtes. On regarde un peu combien vous mettez le temps pour descendre, Doudou. Non, c'est pas pour ça, mais pour avoir une idée. Une fois le changement de pompe effectué, toujours rien. Les porteurs de lance qui sont déjà au sommet n'ont pas d'eau. Du haut du roc, Robert tente un ultime diagnostic avec les équipes restées en bas. Muni de sa simple radio, il va trouver l'origine du blocage. Le clapet anti-retour d'une vanne est resté bloqué.
Et enfin, après 15 minutes de recherche, l'eau arrive au sommet avec un excellent niveau de pression. Mission accomplie pour les hommes du DIH. Écoutez tous là, vous voyez le problème qu'on a là? C'est tout simplement parce qu'il y a une division qui s'est coincée. Et il y a le clapet anti-retour, souvent il tombe en panne, il se collape, et du coup on ne monte pas. Alors le mieux c'est de prendre la division, la frapper un bon coup au sol pour débloquer le clapet. Là, normalement, l'eau aurait dû arriver. Et justement, on a stoppé la progression pour attendre l'eau qui arrive, le temps que la pompe soit changée. Mais ça peut très bien arriver en intervention. Et c'est pour ça qu'on fait des entraînements. Là, c'est une formation. Si ça arrive en intervention, on stoppe la progression et on change la pompe. On attend que l'eau arrive au niveau des pompiers pour être en sécurité. Tout c'est que les gars ils comprennent bien qu'il ne faut pas monter sans l'eau. Pour Robin et Bastien, ce baptême du DIH est une réussite. Un exercice plein d'enseignements. Il faut réguler les efforts pour justement arriver encore en forme en haut et pas arriver en étant trop fatigué, se mettre en danger parce qu'on n'a plus les ressources nécessaires derrière. C'est l'entraînement tout au long de l'année qui fait en sorte qu'on arrive à monter aujourd'hui. Du côté des gradés en stage, la vue à 360 degrés qu'offre le bas au Redon est idéale pour profiter des connaissances géographiques de Robert Mugelli. Là, tu as le pic de Bertagne, la fameuse falaise de 160 mètres qui tombe là. Tout ça, c'est la partie boucau-rodanienne. Et c'est le point le plus haut des Bouches-du-Rhône, 1043. Théoriquement, la partie là-bas, c'est Gemenos qui doit le défendre, mais pour l'accessibilité, c'est Plan d'Ops ou le Var qui monte. D'accord. C'est magnifique. Ça monte. Surtout pour quelqu'un qui arrive d'Évreux. Nous sommes aguerris, si vous voulez, à travailler en milieu extrêmement escarpé et avec moi, ce que je qualifierais de bonus, c'est l'état d'esprit, qui est encore un état d'esprit de l'ancien temps. On tire les tuyaux. Pour les stagiaires qui n'ont jamais vécu d'incendie, c'est l'occasion de se familiariser avec un savoir-faire essentiel dans la lutte contre le feu de forêt, la maîtrise technique de la lance. Et en plus, en fait, en actionnant un petit peu la lance, on va pouvoir un petit peu ajuster notre jet. Et si par exemple on voit le feu qui peut arriver un petit peu fort, qui peut être un peu déroulant, on peut se mettre en protection en fait. Lui là-bas, il a vraiment un jet bâton, il peut aller taper plus loin au cœur du foyer. On s'appuie sur les personnes qui ont l'expérience des feux et surtout les anciens qui eux ont fait des gros feux, puisque là ça fait quand même quelques petites années que ça n'a pas brûlé. Donc eux ils nous expliquent vraiment, voilà jeune, tu verras le feu, il va comme ci, comme ça, et ça c'est une bonne chose. Il y a eu des morts, on en a conscience et c'est un petit peu notre devoir de trouver des solutions pour pallier à ça, éviter tous ces risques. Allez messieurs, madame. Bon bah maintenant, le plus drôle, on va ranger. On va ranger les 600 mètres de tuyaux. Ouais, tout à l'heure, je parlais de l'état d'esprit à l'ancienne. Tout lieutenant-colonel qui est le colonel Fonters, c'est le premier à rouler les tuyaux, à montrer l'exemple. On est tous là pour la même mission, aussi bien pour monter que pour descendre, et tout le monde participe et ça contribue un peu à l'état d'esprit et à la cohésion du groupe. C'est ça qui est encore prenant. Allez, c'est parti. Allez. Alors attention, maintenant pour descendre, c'est plus dangereux. Donc maintenez vos appuis, watch your step. Et à tout à l'heure. Ah, commandant, le colonel il a mieux roulé que vous, regardez. Hein. Regarde, je vais me rattraper. On a d'abord fait la montée, on a fait extinction et après faut enlever. On arrive en bas, on est au bout. Le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir. Place maintenant au deuxième exercice, la mise en place d'une ligne de 2 km qui va emmener nos stagiaires jusqu'au cœur de la nuit. « 2 heures du matin, fin des efforts, place au repos. Car la journée du lendemain s'annonce tout aussi physique. Le soleil du matin, qui vient réveiller la troupe, annonce déjà la canicule du jour. Dernier moment de répit avant de se remettre dans l'action. Ce deuxième jour de stage est consacré à l'autre facette du DIH, la mise en place d'une ligne avec une machine surpuissante.
Ah non, non pas celle-là. Celle-là. Un HBE pour hélicoptère bombardier d'eau. Modèle écureuil AS350 d'Airbus Hélicoptère. Maniable, puissant, polyvalent. L'outil idéal pour aider les hommes du DIH à intervenir dans les endroits les plus reculés. Pour beaucoup de stagiaires, c'est la première rencontre avec un hélicoptère. Et pour certains, l'accomplissement d'un rêve. Moi, c'est ma première. Moi, c'est la première fois que je vois un hélicoptère d'aussi près. La partie la plus excitante. Voilà. Bah, c'est assez excitant et c'est vrai que ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Ce qui m'a motivé à faire la spécialité, ça reste quand même l'hélico. Et ouais, ça fait rêver et voler. Mais avant leur baptême de l'air, nos jeunes recrues vont devoir apprendre les bases du travail avec une telle machine. Positionnement, consignes de sécurité, accrochage, attitude à bord. Chaque détail compte, car avec un hélicoptère, le danger est partout. Étienne Duprat est l'un des 3 pilotes recrutés pour l'été. C'est sa première saison de lutte contre les feux de forêt. Dans le cadre du DIH, la composante pédagogique de sa mission est fondamentale. Donc les parties dangereuses, majoritairement d'hélico, c'est les 2 rotors, le principal et le rotor de queue. On donne une règle générale, pour l'approche d'un hélico, on approche toujours un hélico par le côté ou par l'avant. Mais il y a une petite nuance, il faut faire aussi attention à la déclivité. La déclivité, ou l'inclinaison du sol par rapport à l'hélicoptère, peut être une source de danger sur l'héliport. Ça peut faire une différence d'1 mètre, 1,50 m, et le rotor il peut arriver à hauteur de bras, à hauteur de tête. C'est déjà arrivé plein de fois qu'il y ait des presque accidents, voire des accidents. De son côté, Robert est en charge de former les équipes au sol. Les jeunes recrues devront faire le travail de guidage et d'accrochage. Et là encore, toute imprécision pourrait être lourde de conséquences. Il est important, il est impératif que vous voyez le pilote. Le pilote, il est toujours à droite. C'est conduite anglaise, il est à droite. La personne qui est à côté, sur son côté gauche, c'est le cadre HBE. Et qui en plus augmente le guidage en ouvrant la porte et en travaillant de l'extérieur. Ensuite, lorsque vous allez réceptionner l'aéronef, vous allez lui montrer que vous êtes là. Tu viens vers moi, c'est comme ça. Je veux le faire aller vers là. Eh bien, je lui donne la direction et je lui donne le mouvement. Je veux le faire reculer, je stabilise. Je veux le faire monter, je stabilise. Il fait ce que vous lui demandez. Bambi Bucket. Saut qui a une capacité de 750 litres. Donc je fais un rappel général. Lorsque le Bambi arrive et qui se trouve souvent dans le panier sur le côté, on va aider le pilote et le cadre HBE à le descendre. Le Bambi n'est pas en position de travail. Pour qu'il puisse travailler, il faut armer les baleines de cette manière. Là, il est en position de travail. Okay, tu viens avec moi, on va aller sous l'hélico. Attention sur les antennes et le coupe-câble qui est à l'avant. On présente, on crochette et on vérifie. Et après, tu libères la charge. OK ? La formation au sol est terminée. L'exercice peut commencer. Le but de la manœuvre, utiliser l'hélicoptère pour faire monter sur un sommet 12 hommes, 2 motopompes et un bac à eau de 2000 litres. La cuve est en place, mais instable. L'équipe du sommet est obligée de la déplacer. Apparemment, vous avez déplacé le bac et l'hélicoptère risque d'avoir des soucis pour la récupération de ce dernier. Ouais, faut l'a pas déplacer debout. Il l'a vu quand même, hein, c'est ouf. Ah ouais. Non, on l'a pas déplacé, c'est pas possible. Enfin, Si, il était là. Ouais, il était là, mais ça, lui. Ouais, ça lui fait perdre un peu de hauteur. Maintenant que tout est prêt, Étienne, le pilote, va s'attaquer à la phase la plus périlleuse de la manœuvre. Dérouler le tuyau principal qui devra relier les hommes du sommet à la citerne près de l'héliport. Je l'envoie là-bas, il faut les brasser là-bas.
tuyau s'est accroché, ce qui pourrait déséquilibrer l'appareil. Tire. Le tuyau, vous l'évacuez. On déconnecte. Cela, on le vire. Allez, on monte. Monte-le, celui-là, monte-le. Robert a eu tout de suite le bon réflexe et libéré l'appareil. Ouais, c'est bon. Celui-là, vous le rabattez dans le camion. Le danger est écarté et le tuyau parfaitement déroulé. C'est maintenant que rentre en jeu le Bambi, ce sac à eau accroché sous l'hélicoptère. Un outil tellement important dans la lutte contre les feux de forêt qu'Étienne se doit de le manipuler le plus possible avant que les vrais incendies ne commencent. Pour aujourd'hui, il doit réussir à remplir les 2000 litres de la cuve restée au sommet le plus rapidement possible. Pour la dernière rotation, Robert décide d'ajouter une difficulté. Le remplissage du Bambi avec la pompe d'un camion. Une manœuvre délicate, surtout pour les équipes au sol, mais une manœuvre qui peut s'avérer extrêmement utile en cas d'absence de point d'eau pendant un feu. Pour qu'Étienne le pilote puisse profiter de cette journée pour travailler réflexe et précision, la manœuvre se termine par le largage de la dernière charge. Sur l'héliport, c'est l'heure du débriefing. Les erreurs commises aujourd'hui ne doivent pas se reproduire au cours d'un incendie. Le Bambi était là, et tu as un peu avancé du nez, et le coupe-câble, il est venu chercher une des chaînes du Bambi. Bon, après, quand tu t'es levé, ça a sauté. Mais il faut faire gaffe. C'est pour ça que je me suis approché de toi, parce que j'ai vu le coup venir. J'ai dit, s'il est coincé, j'y vais, je tire sur le seau. Bon, lui, je sais qu'il bougera pas, il craint rien. Mais hop, ça a pris la chaîne ici, elle est montée, et après, elle est redescendue. Le problème, c'est que le Bambi, il est vachement près de l'hélico. Pour la sécurité sur la zone d'emport, moins tu as de gens qui baladent, même pour toi, et tu as toujours le même objectif. Parce que là, un coup, tu avais le guidage là, après, je te l'ai guidé là, parce que je dis au guideur, tu t'adaptes en fonction de l'hélico. C'est aussi le grand a tourné pendant le... Il a tourné pendant que tu t'envoles? D'accord. Après, voilà, c'est limiter les mouvements de personnel qui tournent dans la zone. Surtout que tu as vu quand on manœuvrait, là, bon, moi, je me mettais sur le côté, mais les gars, ils sont dessous. Si tu as une perte de puissance, tu fais 2 crêpes. Ah oui. Mais bon, ça, on le sait, hein, c'est comme ça. La formation des hommes est essentielle. Mais le propre du DIH est qu'elle se fasse toujours dans une bonne ambiance. Et les mésaventures du passé font bien souvent les meilleures anecdotes. J'ai un ami qui est chez le chef de la base du Castellet, hein. Il est numéro 2 à Toulon. Et un jour, il arrive sur intervention, il descend de l'hélico, cul nu. Parce que dans les belles, à force d'être secoué dans le siège, comme ça, ça a accéléré l'usure de la combi. Et en descendant, puisqu'ils avaient fini mission, il descend, paf, cul nu. En pleine intervention, il n'était pas à la base. Hein. Donc après, ils avaient sorti des combinaisons de pilote. Ils ne portaient plus les tenues de pompier, avec les coudes, les genoux, toutes les parties sensibles renforcées. Et là, ça allait mieux, quoi. Chez les jeunes recrues, cette première expérience héliportée fut forte en émotion et en apprentissage. Le pilote, franchement, je regardais un peu, j'étais juste derrière lui, moi. Ah, c'est impressionnant. Et en plus, il n'était pas vieux. Non. Franchement, il n'avait pas l'air vieux, donc au début, je me caguais un peu. Mais... Ouais. C'est des mecs qui gèrent. Et ici, il était sur une face plane, donc on est rentré assez serein. Mais par contre, en haut, on s'est posé une fois, il a redécollé, s'est reposé. Et là, tu te dis, bon... Et en fait, dès qu'on commence un petit peu à descendre, on voit l'hélicoptère qui part un peu comme ça. Donc c'est vrai qu'on se rend vite compte de la limite de la machine et ça, c'est assez plaisant. Ouais. Donc en fait, il faut juste faire confiance au pilote et nous, on est passifs. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas fait beaucoup de vols. On a fait quoi, peut-être 1 minute et on a tout cassé. Ouais, on a bien kiffé, mais c'est vrai que c'est hyper rapide. Le temps qu'on décolle, que l'hélico il fasse une petite rotation et qu'il se pose. On n'a pas vraiment le temps d'en profiter, mais le peu qu'on profite, c'est le kiff. Ouais. On a hâte de recommencer. En termes de rapidité et d'efficacité et de facilité, même pour nous, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus facile avec l'hélico. La journée se termine. Il est temps pour l'hélicoptère de retourner vers sa base où il se remettra immédiatement en alerte rouge feu de forêt.
Avec maintenant une solide expérience de travail dans les lieux les plus inhospitaliers du département, l'équipe du DIH est désormais prête à affronter le pire et à défendre bec et ongle chaque arbre de l'immense massif forestier des Bouches-du-Rhône.